Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le cinéma et les séries populaires amènent-ils les ados à désirer des relations amoureuses toxiques? C'est l'hypothèse que défend le convaincant nouvel essai de Chloé Thibault. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire et une actu, j'avoue qu'on n'est pas allé chercher bien loin en ce 1er mai. Brandon vous raconte l'histoire de la fête du travail. L'heure de la récré ciné, on est mercredi. Brandon a vu pour vous La Fleur de Buriti et il a aimé. Rendez-vous enfin avec le conseil de famille de Candice Anzel. Elle partage avec vous ses trucs pour créer à la maison un environnement propice au bonheur. Pas moins, la quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Depuis ma naissance, j'ai été conditionné à croire que l'amour, le vrai, est sacrificiel et que s'il ne me fait pas mal, il ne s'agit pas vraiment d'amour. Et je sais que je ne suis pas la seule à m'être construite avec ces croyances. Fin de citation, voici ce qu'écrit la journaliste et autrice Chloé Thibault dans Désirer la violence, un captivant essai qu'elle vient de publier aux éditions Les Insolentes. Bonjour Chloé. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. C'est un essai qui a été douloureux à écrire pour vous, vous le dites assez vite, parce que vous avez dû revisiter des heures et des heures d'images familières, des images pour beaucoup que vous avez aimées, qui vous ont construites, mais que vous regardez d'un tout autre œil aujourd'hui. Oui, et en fait c'est assez douloureux de se rendre compte que les films qui nous ont construites et les héros et héroïnes auxquels on s'est identifié finalement ne se comportent pas très bien les uns envers les autres, voire se font souffrir beaucoup. Et ça a un effet de choc de regarder ce qu'on a aimé quand on était enfant et ado avec des yeux d'adulte et puis avec des yeux féministes et de se rendre compte que ça n'allait pas. Et que ça a eu un impact sur votre vie, ça on en parlera plus tard, mais vous en parlez aussi dans le bouquin, il y a des allers-retours entre de l'analyse, des citations d'auteurs et d'autrices féministes, et pas seulement d'ailleurs, d'historiens, d'historiennes, et votre propre vie. On ne va pas tout revisionner ensemble, mais je veux bien qu'on prenne quelques exemples. 2 exemples complètement opposés, Kill Bill et Friends. Commençons par Kill Bill. Kill Bill, pourquoi ? Parce que Béatrix Kiddo, donc l'héroïne qui est incarnée par Uma Thurman, a vraiment été, depuis la sortie du film au début des années 2000, mon héroïne fétiche. Et je vais pas dire que je m'identifie à elle parce qu'elle est quand même extrêmement violente et je ne manie pas le sabre aussi bien. Mais en tout cas, pour moi, elle représentait l'héroïne féministe ultime. Et finalement, en grattant les films et puis en les analysant et en interviewant des spécialistes du cinéma de Tarantino, on se rend compte que ces films-là sont très loin d'être féministes. Donc aujourd'hui, parce que si Uma Thurman est une héroïne badass, pour prendre un mot de jeune, c'est parce qu'elle a échappé à une tentative de féminicide, parce qu'elle a été victime de plusieurs viols, parce qu'on lui a kidnappé son enfant. Donc finalement, sa violence à elle est réactionnelle. Et puis dans le film, elle travaille pour Bill. Donc elle travaille pour un homme, elle se met au service de toute façon de gangs d'hommes et elle mime la violence masculine, mais parce qu'elle n'a pas le choix. C'est pas parce qu'elle-même a envie de faire le mal. Donc tout ça n'est pas très féministe. Friends. Il n'y a pas plus cheesy que Friends. Et justement, en fait, si vous voulez, ça m'intéresse davantage que Kill Bill parce que quand on regarde Kill Bill, la violence est évidente. Oui. C'est un film d'action, tout le cinéma de Tarantino globalement est un cinéma violent. Mais dans Friends, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des violences sexistes et des violences sexuelles. Et moi, c'est justement là que je veux attirer l'attention dans le livre. C'est arriver à détecter les violences là où on ne les voit pas. En tout cas, où on ne les voyait pas avec nos yeux pré-MeToo. Et dans Friends, il y a des baisers forcés. Dans Friends, oui, il y a plusieurs baisers forcés et qu'il ne faut vraiment pas minimiser. Et j'insiste sur l'expression parce qu'aujourd'hui, on comprend que les baisers volés, non, ce sont des agressions sexuelles. Oui, j'ai fait attention, je vous ai lu avec attention, baisers forcés. Mais j'apprécie cet effort-là dans le vocabulaire courant et médiatique. C'est très important parce que je fais aussi des ponts avec les médias, la façon dont on traite les actus. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a des violences psychologiques aussi, de la manipulation, et puis notamment à travers le personnage de Ross, qui a, pendant 20 ans, été le personnage préféré de beaucoup de monde et de beaucoup de femmes, et dont aujourd'hui, on commence à dire « Mais attendez, il était quand même hyper manipulateur et ce qu'on appelle aujourd'hui un ouin-ouin. Donc, c'est-à-dire... un ouin-ouin. c'est très commun aujourd'hui dans le vocabulaire féministe, mais ce genre d'homme, en fait, qui se place constamment en victime alors qu'il est coupable de plein de comportements qui ne sont pas chouettes du tout. Et effroyablement manipulateur. Et c'est vrai que dans toute cette série très drôle, alors si on s'éloigne de Tarantino, mais dans How I Met Your Mother, le personnage de Barney, en fait, il n'est pas drôle du tout. Voilà, en fait, là, je parle de lui parce que, je suis très transparente. Moi, j'ai fantasmé complètement sur Barney Stinson. C'était mon préféré, mais alors qu'il est... c'est une catastrophe ambulante avec les femmes. Ouais. Alors, il n'est pas
un violeur. Il ne viole personne dans la série, mais quand on regarde... C'est un forceur, c'est ça. C'est un forceur, donc un agresseur, disons le mot. Et puis quand même, assez souvent, il conseille de faire picoler les femmes en face de lui. Donc... en fait, c'est un faux consentement. Tout ça n'est pas bien. Parce que les femmes en face de lui ne sont pas dans leur état normal. À quel moment vous commencez-vous à vous dire qu'il y a un problème? À quel moment vous comprenez que ça atteint votre propre existence, votre propre intégrité à vous, Chloé Thibault? Bien parce que je le confie dans l'introduction, j'ai été moi-même victime de violences au sein du couple et puis j'ai suivi plusieurs thérapies, je me suis vraiment penchée sur mes propres névroses personnelles, familiales et puis en fait à un moment je me suis quand même rendu compte que ce que je vivais au quotidien, le fait d'être attirée par des hommes qui n'étaient pas forcément les bons pour moi, je l'avais vu depuis ma tendre enfance, depuis les dessins animés Disney. Et donc là, je me suis dit que même Disney, on va en parler après l'anti-16 de Disney. La culture dans laquelle on grandit, forcément, nous façonne. Et elle amène à désirer la violence. C'est pour ça que vous donnez ce titre au livre. Alors vous l'écrivez de deux façons, CE et CEX, que la pop culture nous apprend à aimer. Il y a une très belle préface de Lio. J'en cite juste un extrait. Je suis d'accord avec ce que Chloé Thibault expose dans cet essai. La culture et la pop culture exercent une immense influence sur la manière dont nous nous construisons en tant qu'hommes et en tant que femmes. On va continuer à parler de tout ça avec Chloé juste après l'anti-sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il fallait chercher une actu. Oui. Vous avez dit, on est le 1er mai. Très difficile. Ça a été super dur. De l'enquête, le prix Pulitzer-Gate. Ben voilà, exactement. Allez, vous nous la racontez, cette histoire du 1er mai? Ben oui, alors les Parce qu'on ne la connaît pas en vrai, je me moque, mais on ne la connaît pas. On ne la connaît pas du tout. Absolument. Justement, voilà une bonne raison d'en parler. Alors les syndicats qui défilent partout en France aujourd'hui, une tradition qui n'est pas du tout française, pas européenne, il faut aller outre-Atlantique, le pays de l'oncle Sam, l'Illinois précisément à Chicago, avec des premières manifestations de travailleurs, des ouvriers tout au long du 19e siècle, parce que des manifestations commencent à prendre de l'ampleur milieu 19e siècle, et surtout la première grande manifestation, elle date de 1836, c'est les ouvriers du textile à Lowell, dans le Massachusetts. Le ton est donné à partir de ce moment-là, et ça prend de l'ampleur avec le temps. 1er mai 1886. Qu'est-ce qu'ils demandent à l'époque? Date extrêmement importante, et bien parce qu'à l'époque, on n'a pas de journée type de travail, on travaille environ 12 heures, voire beaucoup plus dans certaines entreprises, et on demande la journée de 8 heures. Et pourquoi le 1er mai? Eh bien parce que le 1er mai, à l'époque, dans les années, au moment où les ouvriers travaillent, c'est la première journée comptable des entreprises, donc le terme des contrats des ouvriers, donc il faut trouver quelque chose de symbolique. Et d'ailleurs, à l'époque même, à ce moment-là, on a des journées de 12 heures, voire beaucoup plus. Et donc on veut être avant-gardiste et les premiers. À Chicago, on a des manifestations qui prennent une ampleur considérable, puisqu'il y a des violences entre les travailleurs et les forces de l'ordre. 4 mai 1886, à Haymarket Square, à Chicago, on a une bombe qui est lancée sur les forces de l'ordre qui répliquent et qui arrêtent des manifestants. Il y a des policiers qui sont morts, des manifestants qui sont morts, et là justement le mouvement est réprimé. On se sert de ce mouvement du côté des ouvriers pour ensuite manifester avec une plus grande ampleur, et là aussi les forces de l'ordre, le gouvernement s'attaquent au mouvement ouvrier. Il y a une chasse aux ouvriers dans les quartiers notamment, avec des condamnations, avec des pendaisons. Ils sont pendus au écourt, oui, c'est ça. Effectivement, oui. À la même période, des mobilisations prennent aussi de l'ampleur en Europe, et en 1889, la deuxième internationale, qui regroupe les socialistes de 20 pays, veut unifier les travailleurs. On sent que ça va commencer à cristalliser tout ça. De l'autre côté de l'Atlantique, 1890, elle décrète à partir de ce 1er mai, ce sera une journée d'hommage pour obtenir justement, nous aussi en Europe, la journée de 8 heures. Les années suivantes, les manifestations restent extrêmement mouvementées, et il y a une date dans l'histoire sociale ouvrière française qui est mythique et extrêmement dramatique. 1er mai 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, dans le département donc, du Nord, dans les Hauts-de-France, les forces de l'ordre tirent sur les grévistes, bilan extrêmement lourd quand même, 9 morts et 2 blessés. Et là, justement, en souvenir du sang versé à Fourmies, les manifestants décident de porter une églantine écarlate en hommage à ce mouvement, qui est en hommage aussi à cette fleur traditionnelle d'Amérique du Nord. En France, les premières avancées voient le jour notamment en 1906 avec la création du ministère du Travail. Il faut attendre quand même bien plus longtemps après, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec 23 avril 1919, le Parlement et Georges Clemenceau qui donne lieu donc à cette journée de 8 heures en France après les États-Unis. 1941 quand même, on a le maréchal Pétain qui fait du 1er mai un jour non travaillé mais payé. Il en change la symbolique pour gommer ses revendications, et cela devient la journée, la fête du travail et de la concorde sociale. Et donc on n'a plus d'églantine écarlate,
qui est plutôt... Ça fait pas très travail, famille Ça patrie. fait surtout communiste, et donc on pense plutôt au muguet, donc ça vient du maréchal Pétain. À la Libération, au lendemain, en 1948, on a le 1er mai qui est férié, qui est chômé et payé, et la fête du travail est née comme on la connaît aujourd'hui, avec des manifestations des syndicats de gauche. Qui est-ce qui célèbre le 1er mai dans le monde, on sait? Il y a combien de On a pays? 107 pays, dont la quasi-totalité des pays européens, et aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans une globalité, c'est le 2 septembre. Voilà. Merci beaucoup, Brandon. On se retrouve pour la récré? Voilà, plus joyeux. Plus joyeux. Enfin, oui, c'est joyeux. Enfin, c'est l'histoire elle-même n'est pas super joyeuse. Chloé Thibault, Désirer la violence, grand oral. En écrivant ce livre, j'ai conscience de prendre le risque d'être qualifiée de casseuse d'ambiance en soirée, de rabat-joie, de wokiste intransigeante, même, écrit Chloé Thibault. Vous vous sentez très très seule dans ce que vous avez à dire? Non. Parce que voilà, ne vous cassez pas l'ambiance. Non, mais j'ai aussi conscience du contexte dans lequel je vis, de la société dans laquelle je vis, et je sais que mon propos n'est pas le bienvenu chez une grande partie des personnes. Lio, qui fait l'intro, elle écrit aussi dans la préface du moins, le fantasme du viol, par exemple, est totalement cultivé au cinéma. Donc c'est pas juste qu'il est utilisé, il est cultivé. Bien sûr. Justement, j'évoquais les dessins animés Disney. Je pense que c'est vraiment l'origine du mal, en fait, les dessins animés, parce que là, j'enfonce une porte ouverte, mais quand on est enfant, on se construit vraiment avec les fictions qu'on a sous les yeux. Et donc, moi, j'ai beaucoup regardé un dessin animé comme Blanche-Neige et les 7 nains, et donc c'est le pire exemple de non-consentement dedans, puisque à la fin, Blanche-Neige dort. Enfin, elle est même dans le coma profond, et le prince l'embrasse sans son consentement. Comme Béatrix dans Kill Bill. Voilà, oui, bon. D'une certaine façon. Oui, c'est vrai, je m'attendais pas au lien, mais oui, c'est la même représentation. Et donc, on grandit avec ça. Et quand on est petit et que personne nous explique et qu'on n'a pas encore développé son regard critique, on se dit que c'est d'accord. Mais Ratatouille, vous êtes allé me casser Ratatouille. J'adore Ratatouille. Vous êtes une casseuse de soirée. Non, bien sûr que non. Je casse mon propre petit cœur en premier avec ce travail. Pourquoi je parlais de Ratatouille? Justement pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est de l'histoire ancienne, parce que Blanche-Neige, c'est le premier. C'est vraiment un exemple ancien, mais Ratatouille c'est récent, c'est Pixar, c'est les années 2000, et justement dedans il y a une scène où Alfredo, le cuisinier, est amoureux de Colette, la seule héroïne intéressante du film, et donc il y a le petit rat Rémi qui est sous sa toque, et en fait au moment où Alfredo veut déclarer sa flamme à Colette, en fait Rémi fait un mauvais mouvement avec les cheveux, et donc Alfredo se retrouve à embrasser Colette sans son consentement, et en fait Colette a une bombe lacrymogène sur elle, et elle va pour se défendre. Mais en fait, le charme opère, et finalement, la musique, les violons partent, et c'est romantique, et elle est bien contente qu'il l'ait embrassée. Ce genre de représentation, pour moi, est très problématique, a fortiori dans des films pour enfants. Il y a quand même dans les films qui ont construit, alors plutôt la génération de vos parents que la vôtre, mais je crois qu'on continue à le regarder aujourd'hui, dans La Boum, des scènes qui sont des scènes d'agression sexuelle, et qui, à l'époque, font rigoler tout le monde, enfin tout le monde. Pas si elles vont rigoler tout le monde. En tout cas, dans le film, elles font rigoler les personnages. La Boum repasse de toute façon à chaque fête de Noël. Et moi-même, qui n'étais pas née dans les années 80, j'ai grandi avec. Et les jeunes d'aujourd'hui aussi, ça se Donc c'est la fameuse scène du cinéma. C'est la scène du cinéma, du popcorn, où tous les jeunes se retrouvent pour regarder un film. Et puis l'un des garçons a la bonne idée de créer un trou dans le paquet de popcorn pour piéger la fille à côté de lui, qui, au moment de prendre une poignée de popcorn, va tomber sur son sexe. Et donc, elle crie « salaud !» et elle quitte la salle, mais tout le monde est hilar. Ouais. Et ça, j'explique que c'est vraiment grave parce que ça crée aussi un imaginaire du cinéma chez les jeunes sur ce qui peut se passer au cinéma et donc profiter d'une salle obscure pour abuser des jeunes filles. Et pour les agresser sexuellement. L'auberge espagnole, vous dites que... Et d'ailleurs, vous reproduisez... Ça, je ne l'ai pas précisé, mais dans le bouquin, il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais notamment, c'est que vous reproduisez des dialogues. Et quand on les lit à plat, c'est monstrueux. Et vous le faites avec l'auberge espagnole. Pourtant, pareil. C'est quasi... préféré. Eh ben voilà. Mais le mien aussi, on se dit, l'auberge espagnole, c'est cool, c'est gentil. Ben non. Mais c'est cool et c'est gentil, mais c'est les années 2000. Et moi, j'ai fait Erasmus grâce à Cédric Clapiche. Donc, et je l'ai rencontré à l'occasion du film, Cédric Clapiche, pour lui donner la parole là-dessus. Dans l'auberge espagnole, il y a une scène où Romain Duris, qui joue le personnage de Xavier, force un baiser sur le personnage d'Anne-Sophie, incarnée par Judith Godrèche. C'est d'autant plus évident qu'on connaît l'actualité autour de Judith Godrèche aujourd'hui. Et donc, dans cette scène-là, il la force, alors qu'elle dit non 7 fois à son baiser. Et donc, en effet, je reproduis le dialogue. Pourquoi ? Parce que c'est très important, je trouve, comme pour les textes de chansons,
de lire à plat sans qu'il y ait la mise en scène, sans qu'il y ait le physique des acteurs, parce que très souvent, cette violence-là, elle est incarnée par des acteurs beaux gosses. Je parle aussi de Ryan Gosling, de John Travolta. Et en fait, si on fait l'exercice de remplacer ces héros par des hommes qu'on trouverait laids, ou vieux, ou pas désirables, on se rend compte qu'elles sont très flippantes. Il y a aussi tous ces films, et vous venez de l'évoquer en parlant de Judith Godrèche, qu'on regarde d'un autre œil aujourd'hui quand on sait ce qui se passait hors plateau. Et alors déjà tous les films produits par Harvey Weinstein, mais pas seulement. Et puis, alors, ça c'est tout le MeToo cinéma maintenant qui fait qu'on peut ne plus avoir envie du tout de regarder certaines œuvres. C'est ce qui me tient très à cœur. La dernière partie de mon livre est consacrée aux violences hors écran, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la plupart du temps, ce que je dénonce dans les films, dans les séries, se reproduit derrière, en fait, en coulisses. Et c'est d'autant plus douloureux ensuite lorsqu'on le sait. Et j'évoque par exemple Hitchcock, on le sait aujourd'hui, qui maltraitait considérablement ses actrices. Tarantino, je reviens aussi sur Bertolucci, Un dernier tango à Paris. Qui est terrible. Voilà, bon ça parle et elle en a beaucoup souffert, Maria Schneider. Il y a un beau roman de Vanessa Schneider qui raconte cette histoire et qui est en train de donner lieu à un film d'ailleurs, qui vient de sortir ou qui va sortir, je ne sais plus. Qui va sortir. Je m'en réjouis, s'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, c'est très important de raconter ça. Et Maria Schneider l'a absolument vécu comme un viol, le tournage. Un traumatisme. La fiction, terme qui me permet d'englober les films, téléfilms, séries, Hollywood et la littérature. La fiction a romantisé l'obsession, l'irrationalité, les débordements. Voilà ce qu'écrit Chloé Thibault dans Désirer la violence. Ça vient de sortir, c'est aux Insolentes et on retrouve Chloé juste après la récré. Brandon. Et ben on va au cinéma. Eh ben oui, comme c'est mercredi, ça tombe bien, n'est-ce pas? Ouais. Vous l'avez pas vu, La Fleur de Buriti? Non. On vous demandera pas de commenter. Bon, vous l'avez vu? Oui. Alors très beau film, très grand film. C'est un film qui va cartonner dans les prochaines semaines. Donc le nouveau film d'un duo de cinéastes, d'un couple de cinéastes lusophones. D'un côté, on a João Salaviza, c'est un Portugais, et une Brésilienne, Renée Nader Messora. Alors, ils sont connus depuis 2018 avec leur premier film, Le Chant de la Forêt, qui avait reçu le prix du jury au Festival de Cannes. Là, toujours, même sujet. Encore une fois, c'est cette tribu indigène brésilienne, les Krao, qui luttent pour la préservation de leurs terres depuis des décennies et des décennies. On suit les aventures de Prat Pro à travers les yeux de sa fille pour parcourir l'histoire du peuple au cœur de l'Amazonie, avec à la fois des rites ancestraux et des persécutions, toujours la défense de la nature et un seul mot, résistance. Ambo mato oma pa menyuma. Akrak kam. Ini Afrikan dek. Tu dah kena weh. Nah, dah sampai pergi pakai punya boya. Maten ton nanti kuna pun. Cái con nè không cứ lại con nè đâu có pe papel aqui. Como é que pega mesmo em uma invasão tá Canadá. Mas no Brasil o movimento apoio a moeda Yagachu. Envolvia as kakuli cru, mas é importante me pagar, pena me pagar com me pagar me rambu. A maior parte do território indígena ainda não é demarcado, porque o Estado brasileiro é uma farsa. O ababu pumalaga no gator. O arpão também tchau. Il faudrait faire comme dans Télérama, il faudrait imaginer des petits emojis, oui. Brandon, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc c'est votre emoji, le verdict pour ce film? En fait, grand sourire. On dit film, mais c'est plus un documentaire d'ailleurs, parce que les prénoms des personnages sont les vrais prénoms des indigènes, joués par de vrais indigènes. Il y a juste un seul acteur et le film a été écrit avec des indigènes. C'est un film vraiment dans l'air du temps parce que l'écologie, la nature, de nombreux films essaient de mettre ça en avant, et la richesse culturelle aussi de cette tribu indigène est extrêmement méconnue sur notre continent, et aussi l'Amazonie. Bon, on l'a vu aussi, le président Emmanuel Macron récemment qui s'est rendu au Brésil. Voilà, un film qui donc mérite. On a un Brandon avec un grand sourire. Un très très grand sourire. Super. Sous-côté, j'espère qu'il fera quand même beaucoup d'entrées parce qu'il y a le mérite. C'est extrêmement bien joué aussi, malgré que ce soit. Il y a un scénario dès le départ quand même. Donc ça reste un film. Et donc il a quand même remporté le prix d'ensemble qui est nouveau dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2023. C'est 2 heures d'authenticité et d'intensité. Allez, il faut y aller. Merci Brandon pour ce conseil cinéma en ce 1er mai. Grand oral, Désirer la violence, Chloé Thibault.
Allez, quelques chiffres quand même, je ne vous en ai pas donné beaucoup. En 2019, je cite le bouquin Désirer la violence, une enquête Ipsos sur les Français et les représentations du viol et des violences sexuelles révélait que 17% des Français et des Françaises considèrent que beaucoup de femmes disent non à une proposition de relation sexuelle, mais qu'en fait ça veut dire oui. 18% jugent que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées, et 32% pensent qu'à l'origine du viol, il y a souvent un malentendu. Et depuis sa création, le cinéma entretient ce malentendu. Fin de citation, c'est la thèse que vous défendez, Chloé Thibault, dans Désirer la violence, qui vient de sortir aux éditions Les Insolentes. Vous insistez néanmoins, vous l'écrivez en toutes lettres dans le bouquin, c'est pas un livre contre les hommes, c'est un livre contre le patriarcat. Oui. Oui, bon, c'est important pour moi de le dire parce que j'aimerais d'autant plus que les hommes lisent mon livre. Parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse un grand nombre de femmes et de femmes féministes, mais il faut comprendre, et ça c'est très important, que ce que je dénonce ici atteint aussi les hommes et les jeunes spectateurs. Parce que justement, ces films-là invitent les petits garçons à se construire avec des idéaux de virilité qui sont toxiques. Alors j'ai compris pourquoi j'avais absolument raté toute ma vie amoureuse quand j'étais ado, parce qu'en fait c'est les bad boys qui plaisent. En fait, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est ce qu'on finit. Oui, mais ça marche. Ce que vous dites, c'est que ça marche quand même. Oui, mais à force de voir en fait des histoires où les gentils sont tout le temps ennuyeux et ne sont pas séduisants, en tout cas pas castés de façon séduisante, et de voir des bad boys qui sont très sexy et castés de cette façon-là, et avec lesquels les héroïnes finissent toujours. Eh bien, nous, mais encore une fois, toutes et tous, finissons par nous dire que c'est ce qu'on doit reproduire dans nos vies amoureuses. Et donc, un petit garçon gentil se dit « Moi, j'aurai jamais de petits copains ou de petites copines si je reste gentil. » Et ouais, c'est ça. Ça donne à réfléchir, votre bouquin. Vous citez notamment Aurore Malekaras, docteur en neurosciences et sexologue. Face à un bad boy, beaucoup de femmes ressentent l'envie d'être, elle le met entre guillemets, celle qui va le faire changer. Ce qui est problématique avec les fictions, c'est qu'elles représentent des filles qui arrivent à faire changer le mec. Oui. Fin de citation. Et que dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Mais ça, en fait, c'est tout le scénario des comédies romantiques. C'est-à-dire, ce type-là qui ne nous veut pas, si on persévère et qu'on finit par être en couple avec lui, il va changer. Je pense par exemple à 50 nuances de Grey, où évidemment c'est quelque chose de très violent, mais finalement pour l'héroïne, Christiane Grey finit par s'assagir et puis il trouve un terrain d'entente. Dans la vraie vie, un personnage comme Christiane Grey est complètement infréquentable. Et au-delà d'infréquentable, c'est quelqu'un contre qui on dépose plainte. Et pour autant, le gentil garçon, vous ne le sauvez pas forcément non plus. Et si la gentillesse était une posture, voire même une imposture, demandez-vous. Et oui, parce que très souvent, le gentil garçon est aussi un harceleur. Donc ça, c'était Ross, ça nous renvoie à Friends un peu. À Friends et par exemple à un film comme Marie à tout prix, que je cite, dans lequel justement Ben Stiller fait appel à un détective privé pour retrouver son amour d'adolescence qui est Cameron Diaz. Et en fait, on lui donne le beau rôle parce qu'à la fin, Ben Stiller finit avec Cameron Diaz, mais en vrai, il a engagé un détective privé pour la harceler lui-même. Et en fait, assez souvent, on présente une bonne façon de harceler et une mauvaise façon de harceler. Mais c'est pour faire bien voir le héros, mais qui n'en est pas moins problématique. Tout cela, toutes ces représentations, elles remontent, et on passe rapidement dessus, mais quand même à bien avant l'invention du cinéma. Vous vous arrêtez sur un célèbre tableau de Fragonard qui s'appelle Le Verrou. On a toujours dit qu'il y a deux versions. C'est un homme et une femme enfermés à clé dans une pièce, une scène de viol. Oui, enfin, l'histoire de l'art n'a pas tout à fait tranché, mais il y a énormément de tableaux au sein de nos musées pour lesquels on peut se poser cette question-là, de ce qui est représenté. Et puis sans grille de lecture, ça c'est très important, la contextualisation dans les musées, qu'on nous explique que la question se pose. Qu'il y ait des cartels qui permettent de bien comprendre les choses. Dans les musées anglo-saxons, enfin, je pense par exemple à New York, c'est très bien fait. Ils sont bien plus en avance que chez nous. Et c'est bien pour ça, malheureusement, que je défends le fait qu'il y ait une culture du viol à la française. Quelques films beaux et justes tout de même. Et comme ça, avant d'accueillir Candy sans elle pour conseil de famille, on donne des bonnes nouvelles. L'amour et les forêts, La nuit du 12, vous en citez quelques autres. Il y a quand même des choses qui sont sorties récemment et qui sont pour le coup des films à la fois beaux, justes, remarquablement interprétés sur les questions des violences sexuelles et sexistes et qui passent pas à côté de leur sujet là. Alors beau, je sais pas, parce qu'ils restent quand même très douloureux à voir, mais en tout cas plus astucieux, plus intéressant dans ce qu'ils racontent. Mais là, ça me donne évidemment envie de citer Il reste encore demain, le film italien aux millions de téléspectatrices et téléspectateurs, pas de télé d'ailleurs. 5 millions.
pour l'instant. Voilà, ouais. en Italie. En France, 5 millions? Non, en Italie. oui, c'est ça. On a à peine 1 million pour l'instant, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais ça devrait être un carton partout en Europe. Et ça, je m'en réjouis vraiment. C'est un très, très beau film. Il est important pour le féminisme. Et on se donne un autre conseil. Et pour nettoyer vos yeux, changer de regard, vous lisez Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer. C'est aux éditions Les Insolentes. C'est signé Chloé Thibault. C'est absolument passionnant. Vous restez avec nous. On va suivre le conseil de famille hebdomadaire de Candice Anzel. Brandon, merci beaucoup. Merci, Manuel. Conseil de famille. Et comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Candice Anzel pour Conseil de famille. Candice, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous nous aviez fait une chronique il n'y a pas très longtemps au moment de la Journée internationale du bonheur. Oui, ça existe là-dessus. Et on s'était dit à l'époque que ce serait bien de faire quelque chose sur des petits gestes tout simples à mettre en place au quotidien pour essayer de créer à la maison un environnement propice à notre fameux bonheur. Mais oui, parce que chose promise, chose due. Le bonheur en famille, eh bien ça se cultive chaque jour. Allez. Et vous allez découvrir que ces outils, justement, à utiliser au quotidien, eh bien, sont bien moins compliqués à réaliser qu'un montage de meubles suédois et surtout beaucoup plus amusant. Allez, je vous donne quelques petites activités simples et concrètes à mettre en place qui vont renforcer à la fois les liens familiaux et cultiver la positivité chez vous. On commence avec le journal de gratitude familiale. Oui, parce que c'est prouvé, les études le disent, l'importance de la gratitude dans l'accès au bonheur. Donc plus on exprime sa gratitude, plus on est heureux. C'est donc une compétence psychosociale essentielle à développer. Et pour cela, en fait, on va créer un moment où chaque membre peut exprimer justement quelque chose pour lequel il est reconnaissant dans sa journée, en le notant dans un cahier commun. Et puis après, on peut l'enrichir par exemple de photos, de dessins ou même... Et ça fait du bien au circuit. Exactement. Ça vient genre, ok. La boîte à bonheur? La boîte à bonheur, l'idée est aussi très simple. Chacun peut déposer dans une boîte des petits mots sur lesquels sont écrits justement des moments heureux. Alors, je vous conseille d'ailleurs de prendre en fait un bocal transparent, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va mettre les petits mots dedans, ça se remplit et c'est motivant. Surtout qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la boîte avant la fin du mois pour partager justement ces moments ensemble. Variante, l'arbre du bonheur. Oui, c'est une autre idée, la variante vraiment écolo. dans le même genre. Hein. On construit un arbre en carton, on peut le dessiner sur une grande feuille et on va nommer ses branches. Donc, il peut y avoir par exemple la branche les choses que j'aime, la branche je suis capable de, la branche gratitude, la branche mes petits bonheurs. Et puis après, chaque jour, on va aller coller des petits post-it dessus. Et puis pareil, à la fin du mois, on se rassemble et puis on fait un peu l'état des lieux. Tiens, c'est l'occasion de voir ce qui nous rend heureux, mais aussi ce qui rend heureux les autres membres de la famille. On peut aussi imaginer des espaces dédiés dans la maison. Oui, des espaces dédiés par exemple quoi. à la détente. On va aménager par exemple des coins accueillants pour pouvoir lire, méditer ou même simplement se reposer. Hein, finalement, avec des coussins confortables, une bonne lumière et quelques plantes vertes, franchement, ça fait l'affaire. Et puis, je vous avais parlé dans une autre chronique justement de se rassembler autour d'un livre commun. Bah, ça peut être tout à fait exactement, dans une petite zone prévue à cet effet. Les séances de mindfulness et de relaxation en famille. Oui, et c'est le en famille qui compte. Exactement, parce qu'on peut tout à fait initier toute la famille à des sessions de méditation ou de yoga, si elles sont courtes évidemment et adaptées aux enfants. C'est une bonne façon de leur apprendre à mieux réguler leur stress et puis bon, de se relaxer tous en même temps, ça n'a pas de prix. Et tous en même temps n'a pas de prix, on peut cuisiner tous en même temps. Exactement. Sans s'engueuler. Non, pardon, c'était un message personnel. Alors en fait, déjà on peut proposer aux enfants de choisir les menus et puis d'être là pour la préparation. Et puis c'est vrai que en plus de développer des compétences de vie, on va partager avec eux vraiment des moments qui sont précieux, d'avoir des petits commis comme ça à disposition. Oui, et puis ça les responsabilise quand même. Alors ça les responsabilise et plus on va les responsabiliser dans leurs tâches et plus ils vont avoir confiance en eux et ils vont développer encore plus de compétences. Bon, une petite danse quotidienne, tout le monde va comprendre. Ça fait pas de mal. En plus d'améliorer l'humeur générale. Alors Beyoncé, Claude François si vous voulez, Aya Nakamura visiblement aussi. Il y a un autre jeu, c'est le jeu des points positifs. Alors le jeu des points positifs, c'est très simple. Chacun écrit un point positif sur chaque membre de la famille, il le lit et il doit raconter ensuite une anecdote pour l'illustrer. Donc ça permet à chacun de conscientiser ses points forts, ses qualités, ça renforce l'estime de soi et puis bon, ça fait toujours du bien. Vous faites ça tous les jours? Non, pas forcément, une fois de temps en temps. Mais ça fait du bien d'avoir un peu de compliments gratuits de sa famille. Alors ça, c'est des messages inspirants dans la maison qu'on va mettre un peu partout. Ah oui, on les met comme ça. Exactement, pour créer un environnement un peu propice à la positivité, renforcer le bien-être émotionnel un peu de chacun. Alors moi, je vous donne mes citations préférées. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Et évidemment, celle que je ressors tout le temps, quand on se plante, on pousse. Vous nous l'avez déjà fait ici. Très rapidement, une des petites dernières, les 3 moments préférés de la journée? Oui, alors ça, c'est un rituel justement que je pratique énormément
carrément, moi, au moment du dîner, chacun à son tour va raconter ces 3 moments de la journée. Alors moi, je rajoute aussi un autre moment compliqué. Ça peut être vraiment des choses toutes simples, comme j'étais contente de voir Emmanuel aujourd'hui. Ah bah moi j'étais contente de voir J'ai bien Candice. récité ma poésie, il y avait des frites à la cantine. Et on peut le faire également, dans l'idéal, pour les plus petits, juste avant de se coucher. Ça enlève un peu les angoisses avant d'aller dormir. Eh ben moi j'étais content que vous nous fassiez une chronique qui donne plein de trucs sympas. Merci beaucoup Candice. Avec J'étais plaisir. content de lire Désirer la violence et d'accueillir Chloé Thibault. Il est hyper riche le bouquin, on n'a pas pu tout dire. Pardon Chloé, il y a un point quand même qu'on n'a pas dit qui est vachement important, c'est que les personnages pas sympas dans les films, ils s'en tirent à chaque fois, c'est ça. Il y a une impunité des méchants. Ils s'en tirent à chaque fois et ça c'est très important, c'est ce qui doit changer, c'est qu'on comprenne que lorsque un héros commet une agression sexuelle ou un viol, il ne doit pas s'en tirer tranquillement. Et ça le scénariste peut s'en occuper parce que de la même façon qu'ils nous vendent des trucs... Parce que là ça a vraiment une incidence et c'est pour ça que je parle de la pop culture. La pop culturalisation des agressions, c'est qu'aujourd'hui en France, 0,6% des viols sont condamnés. Et je vois dans la culture l'une des racines de ce problème. Chloé Thibault, merci beaucoup. Vous lisez le bouquin, il est passionnant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec, assistée par Pénélope Day à la préparation de l'émission et qui sont en régie. Avec aujourd'hui au son Thibaut Goury-Lafont à la réalisation, Elisa Bernardo. Vous restez sur Soul TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.